Septembre 2001, place du Capitole à Toulouse. Deux enfants de 8 et 5 ans sont sur les épaules de leurs parents. La petite famille est en train de manifester et les jeunes garçons tiennent alors des pancartes. Vous les avez peut-être reconnus, il s'agit des futurs Big Flo et Oli, le duo de rappeurs qui connaîtra le succès 15 ans plus tard. Et si je vous disais qu'il existe un lien, malheureusement dramatique, entre ce moment de la vie toulousaine, le tableau Le Cri du Norvégien Munch, la ville de Brest en France, celle de Beyrouth au Liban et la catastrophe de Tchernobyl. C'est évidemment ce qui nous emmène à la vidéo d'aujourd'hui. On va partir dans tous les sens, mais promis, je vais tout vous expliquer. Bon, à la base, je voulais vous proposer un contenu un peu plus court, après plusieurs gros docus, peut-être aussi sur un thème un peu plus léger, mais c'est parti en vrille. Parce que ce que j'aime, au fond, c'est vous parler de sujets qui me fascinent et me touchent. Et donc, petite confidence, s'il y a bien une chose que je trouve terrifiante, c'est une explosion. Alors, je vous vois venir, pas celles dans les YouTube Poop qui me font marrer, ni celles qu'on peut trouver impressionnantes dans les films d'action. Oublions aussi les petites détonations, ça peut faire peur, oui, mais aujourd'hui, je parle vraiment de celles qui rasent tout ou partie d'une ville ou d'un territoire, qui fauchent des vies par dizaines, par centaines, par milliers ou plus. Vous avez l'idée globale, la dévastation, l'apocalypse. Depuis que je suis gamin, et peut-être à cause de certains films, il y en a régulièrement dans mes cauchemars. Le côté, tu vois l'explosion au loin, et tu réalises que dans 3 secondes, personne va y survivre, c'est d'une angoisse absolue. Je crois que ce qui me glace le sang, au fond, c'est l'anéantissement de tant de projets et de vies comme ça, d'un coup. C'est tellement injuste. D'une certaine façon, aujourd'hui, on va donc parler de moments qui nous évoquent la fin du monde. Tout un programme. Vous allez le voir, ce sujet est lourd, mais très intéressant, au-delà évidemment de la peur naturelle qu'il peut susciter. Qu'il s'agisse d'erreurs humaines, que ces drames soient délibérés dans des conflits ou des attaques, ou qu'ils soient liés à la malchance, ça sera toujours affreux, parce que, oui, on est d'accord, là on va parler de la vraie vie. Pourtant, dans le monde actuel, toujours plus anxiogène et incertain, il m'a paru trop important de s'informer sur ces risques et de comprendre d'où ces catastrophes peuvent venir. Du pas de chance totale au extrêmement probable, l'éventail est large, vous allez donc pouvoir relativiser sur certaines choses et peut-être flipper pour d'autres. Il y aura aussi de l'espoir et du positif, c'est toute l'idée de ma démarche, une sorte de constat. Bref, on est tous ensemble dans ce satané 21e siècle, alors laissez-moi vous raconter ces histoires folles qui nous font prendre conscience de la vitesse à laquelle une vie peut être balayée, et évitons-les au mieux. La meilleure chose à faire si vous avez aimé cette vidéo, c'est bien sûr de la liker, la partager, la commenter. Vous pouvez aussi vous abonner. C'est assez nouveau pour moi de faire ce genre de contenu, ce genre de format. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Et puis bien sûr, venez me voir sur Twitch, sur Insta, sur Twitter, sur mon Discord, sur ma chaîne secondaire et sur mes podcasts. Merci beaucoup. Nous sommes en 1893 dans la rue Utsikten, du quartier Ekeberg à Oslo, capitale de la Norvège. Le peintre Edvard Munch a 30 ans et il peint alors la toute première des 5 versions de son tableau Le Cri, qui marquera l'histoire, l'expressionnisme et même l'art en général. Il figure un homme monstrueux, hurlant devant un ciel écarlate, arrière-plan qui nous semble alors surnaturel par ses couleurs de feu. Bien des années plus tard, après la mort de l'artiste, on retrouva son journal. Mais surprise, dans celui-ci, il a raconté noir sur blanc une situation étrangement ressemblante avec ce qu'il se passe dans son œuvre. À la date du 22 janvier de l'année précédant le tableau, il écrivait en effet « Je me promenais sur un sentier avec 2 amis, le soleil se couchait, tout d'un coup, le ciel devint rouge sang. Je m'arrêtai, fatigué, et m'appuyai sur une clôture. Il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu-noir de la ville. Mes amis continuèrent, et j'y restai, tremblant d'anxiété. Je sentais un cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature. On ne sait pas si ce souvenir retranscrit à l'écrit était plutôt récent ou plus ancien, au moment de la rédaction de cette note, mais ce simple paragraphe suffit à déchaîner les passions. Pour vous dire, aujourd'hui encore, à cause de lui, des historiens de l'art se querellent sur l'inspiration de cette peinture dont nous n'aurons sans doute jamais le secret. Mais l'idée est bien là.
Et si ce fameux ciel apocalyptique avait vraiment existé un jour dans la vie de Munch? Et comment cela serait-il possible? Voici donc la théorie que défendent certains chercheurs depuis. Ce ciel anormalement flamboyant, aux teintes lit de vin, pourrait être expliqué par la science. Munch serait même loin d'être le seul à en avoir été témoin. Il voit en effet une corrélation entre la fameuse anecdote narrée par le peintre et les témoignages de plusieurs personnes issues de différents endroits autour de la planète à la fin du 19e siècle. On appelle ce phénomène des nuages noctulescents. Pour faire simple, la voûte céleste du monde entier aurait été impactée et modifiée pendant quelques années par les immenses rejets de poussière volcanique de la plus grosse explosion connue de mémoire d'homme. Il s'agit de l'éruption du Krakatoa, survenue 10 ans plus tôt, en 1883, au niveau de l'actuelle Indonésie, appelée alors les Indes orientales néerlandaises. Ses conséquences ont donc été planétaires. C'est une catastrophe absolument inimaginable. On chiffre aujourd'hui les pertes humaines en dizaines de milliers. Plus de 36 000 personnes emportées par l'onde de choc, par les débris, par des nuages de cendres ou même des tsunamis. Dans l'historiographie moderne, c'est la deuxième éruption la plus meurtrière après celle du Tambora en 1815, elle aussi au niveau de l'actuelle Indonésie. Si on remonte jusqu'au Moyen-Âge, il semblerait bien qu'une éruption plus forte encore ait eu lieu toujours dans le même pays. Mais les sources sont trop anciennes et donc rares et imprécises. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ces trois cas, des peuples entiers en furent bouleversés et les conséquences de ces catastrophes, elles ont été ressenties à l'échelle mondiale et ce, pendant plusieurs années. Changement climatique avec baisse des températures, nuages de cendres, répercussions donc sur les récoltes et même potentiellement famine dans certaines zones. Selon certains historiens, les catastrophes naturelles de cette importance, elles ont donc pu parfois aller jusqu'à influer la géopolitique mondiale en engendrant par ricochet des guerres et des changements majeurs à d'autres endroits du globe. Et moi je trouve ça absolument fou. Ah, et dans le cas du Tambora, en 1815, ce serait cette fois le peintre anglais William Turner qui aurait peint différemment la voûte céleste en assistant, lui aussi, à des teintes étranges. Mais revenons à celle du Krakatoa, je dois vous parler de son côté explosif. Elle provoqua littéralement le bruit le plus fort jamais entendu de mémoire d'homme. Et ce n'est pas une exagération. Voici une échelle des décibels. À 100 décibels, on commence à atteindre des seuils désagréables, dangereux et douloureux. On estime à 310 décibels le bruit généré par cette éruption. Si vous voulez comparer, sa puissance fut équivalente à 10 000 fois celle de la bombe larguée à Hiroshima. Les ondes de choc de cette détonation parcoururent jusqu'à 7 fois le tour du globe, d'après les calculs de certains scientifiques. La déflagration fut entendue jusqu'au centre de l'Australie ou dans l'ouest de l'océan Indien, sur l'île de Rodrigue. Regardez sur une carte, vous allez halluciner. Toutes les personnes à moins de 20 km de la catastrophe ont immédiatement perdu tout ou partie de leur audition. Même si vous étiez à plus de 150 km de là, le bruit entendu flirtait avec les 180 décibels, assez donc pour subir une altération irréversible de l'ouïe. D'ailleurs, c'est fou, mais ce son a été capté et donc sauvé pour l'histoire. Il a été enregistré à 160 km du volcan. Le premier enregistrement sonore de l'histoire n'avait alors même pas 25 ans et ça fait froid dans le dos. Vous l'avez donc compris, c'est un drame affreux, aux conséquences énormes, mais d'origine naturelle. Une éruption explosive qui a tout dévasté, mais à une époque où il n'y avait pas de volcanologue, d'alerte lancée en amont et d'évacuation préventive. Dans cette catégorie des explosions d'origine naturelle, j'aurais aussi pu vous parler de l'événement de Tunguska, une énorme onde de choc, heureusement survenue en pleine Sibérie inhabitée, qui anéantit malgré tout la forêt sur des dizaines de kilomètres à la ronde le 30 juin 1908. Imaginez
si c'était arrivé près d'une ville. Après moult débats, l'hypothèse retenue serait celle d'une météorite ayant rebondi sur notre atmosphère. L'angoisse absolue. En tout cas pour moi, parce que oui, perso, côté météorite, je suis traumatisé depuis le film Armageddon de Michael Bay. Si vous allez vous renseigner sur le sujet, vous verrez qu'il y a quand même très peu de chances qu'un rocher assez gros pour causer des dégâts conséquents nous atteigne et que les scientifiques travaillent déjà sur des méthodes pour les dévier dans le pire des cas. D'ailleurs, au moment où je vous parle, on en a repéré un plus problématique et il est étroitement surveillé. Bon, on va croiser les doigts. Avec tous ces scénarios catastrophes, on est donc quand même assez loin des explosions stylisées du cinéma ou des jeux vidéo. Je crois que ce qui me fascine et me terrifie là-dedans, c'est ce côté destruction violente, rapide, mais surtout aveugle, qui frappe toute une population alors que chacun vivait sa vie. Heureusement, et il faut le dire aussi, on est sur des cas très rares, ou liés à des zones à risque. À notre époque, il est peu probable que ces catastrophes ne puissent être anticipées, et en cas d'alerte, les populations seraient sûrement évacuées. Il y a même une chose qui m'a étonné en bien, c'est plutôt rassurant de se dire que, malgré sa folie destructrice, ce n'est pas l'homme qui a produit la plus grosse explosion connue à ce jour. Et croyez-moi, nous devrions tous espérer ne jamais avoir à dire le contraire, parce que ça pourrait arriver. Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début des années 90, le monde vit dans la crainte d'une guerre nucléaire. C'est sans doute compliqué d'imaginer ce climat de tension propre à la guerre froide si vous avez, comme moi, moins de 35-40 ans en 2025, mais le cinéma, la musique, le jeu vidéo regorgent d'exemples. Ils illustrent souvent cette peur d'une rupture de ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Pour résumer, depuis l'utilisation de l'arme atomique par les États-Unis à 2 reprises contre les Japonais, l'humanité sait qu'elle peut être employée et connaît sa puissance. Face à face, le bloc capitaliste et le bloc communiste se toisent et montrent les muscles sans jamais s'attaquer. En tout cas, jamais trop directement. Ce fameux équilibre, c'est donc le fait de savoir que si l'on tire pour anéantir totalement l'adversaire, on sera pareillement détruit. Un monde carbonisé et sans vie n'est pas vraiment souhaitable, donc guerre froide. Le pire, c'est que nous savons aujourd'hui que nous sommes pourtant passés très près de ce conflit insurmontable. Il existe d'ailleurs un concept que je trouve fascinant, l'horloge de la fin du monde. Reprenant l'analogie du décompte vers minuit, comme celui du Nouvel An mais en moins fun, qui s'écoule petit à petit lorsque la situation géopolitique mondiale empire. Minuit étant donc la fin du monde. Je vous en parle parce qu'à l'origine, elle évaluait la possibilité de cette fameuse guerre nucléaire, mais de nos jours, on y inclut aussi le déclin écologique ou les menaces liées à la technologie. Historiquement, le niveau le plus haut, 23h58, a été atteint en 1953 lorsque les États-Unis et l'URSS testèrent, à 9 mois d'intervalle, des engins thermonucléaires. Oui, c'est sans doute dans ce genre de moment qu'on est passé proche de la fin. Le niveau le plus bas, par contre, c'était en 1991, lorsque les 2 nations signèrent enfin le traité de réduction des armes stratégiques et surtout après la dislocation de l'URSS. Si vous voulez flipper un peu, sachez que le décompte est remonté en flèche au point de revenir au même niveau que celui de 1953 en 2018. Il y a à peine 7 ans donc, et depuis ça alterne entre stagnation et même augmentation. Le record absolu, c'est donc en ce moment, l'année 2025 indique 23h, 58 minutes et 31 secondes. Risque nucléaire accru, aggravation du changement climatique, menace de pandémie, danger de l'IA et conflit au Moyen-Orient et en Ukraine, tout y contribue malheureusement. La triste vérité, c'est que concrètement, de nombreux pays sont actuellement en guerre et connaissent déjà des bombardements massifs et horribles. Les dévastations actuelles sont bien réelles. La guerre n'est pas derrière l'humanité. C'est juste qu'elle ne touche pas tout le monde, ou qu'elle pourrait potentiellement être bien pire encore. Et l'actualité de ces derniers mois n'est que plus angoissante. Pense par exemple au conflit entre l'Inde et le Pakistan, 2 puissances nucléaires. Bref,
Après cet interlude très joyeux, je crois qu'on peut quand même dire que la destruction partielle ou totale, surtout aveugle, de l'homme par l'homme, elle reste bien plus probable que les catastrophes naturelles citées plus tôt. Personnellement, le bruit des sirènes de fin du monde me terrifie. Et parfois, les gros coups de tonnerre ou les feux d'artifice peuvent me donner l'impression de vivre l'intro de la série Fallout. Et entre nous, j'espère qu'on ne vivra jamais ça parce que il y a peu de chances qu'on en réchappe. Je m'étais peut-être un peu emballé en disant que j'allais être positif. Bon, allez, j'essaye quand même. Et si on arrivait finalement à maintenir la paix partout dans le monde? Soyons optimistes. Est-ce qu'on serait tiré d'affaire? Pas complètement, j'en ai bien peur. En matière d'explosion, le danger pourrait aussi, et surtout, venir d'erreurs humaines. Si vous n'avez pas vu l'excellente mini-série Tchernobyl, alors déjà, je vous la conseille chaudement, mais si vous vous demandez pourquoi j'en parle ici, c'est qu'en quelques épisodes, elle explique les rouages du plus gros accident nucléaire de l'histoire. Dans sa version vue par les Américains, évidemment. Mais ce qu'on peut en retenir, c'est que l'explosion fut impressionnante, ses conséquences désastreuses, mais elle a été partiellement contenue et le pire, évité. Pire que désastreux quoi. Ce qu'on comprend facilement en quelques épisodes, c'est que les problèmes graves sont rarement dus à une seule erreur. Le fameux gros bouton rouge sur lequel il ne faut pas appuyer, ce serait un peu simpliste. C'est plutôt une suite de mauvais choix et de manquements qui créent la situation. Et cette fois-là, comme souvent, c'est aussi le sacrifice d'humains courageux qui permet, dans l'urgence, d'éviter un scénario plus mauvais encore. On en passe très très près. On peut aussi penser à l'accident majeur survenu sur la centrale de Fukushima en 2011. Cet épisode déjà très grave aurait pu lui aussi être bien pire encore. Le séisme et le tsunami qu'il a créé ont fragilisé l'installation sans toutefois qu'elle explose pour faire simple. Mais la zone a été contaminée et les rejets ont été importants. Dans les deux cas, on évite toujours de justesse le pire. Donc on imagine encore à peine les conséquences d'un scénario où la situation déraperait encore plus. Nous n'allons pas débattre là-dessus, mais utiliser l'énergie nucléaire, c'est évidemment tout mettre en œuvre pour qu'un désastre n'arrive pas. Parce que les dégâts, ils seraient gigantesques. Et le risque zéro, on l'a bien vu, il n'existe pas. Il faut qu'on parle d'un autre type d'accident industriel. Et à l'échelle de l'histoire, ils sont malheureusement bien plus courants. On parle de plusieurs cas d'explosions massives et qui ont rasé des parties de villes, voire des villes entières. Elles peuvent être liées à des stocks d'explosifs, de munitions ou de feux d'artifice, mais aussi à des réactions chimiques ou des incendies, comme en 2021 où une usine de traitement de déchets explosa puis brûla à Leverkusen en Allemagne. Mais en général, les explosions les plus impressionnantes et les plus dévastatrices, elles ont très souvent en commun un produit chimique extrêmement dangereux s'il est mal conservé, le nitrate d'ammonium. Le 21 septembre 1921, l'explosion d'Oppau en Allemagne détruit la majorité de cette commune. On compte 561 victimes et environ 2000 blessés. C'est plus de 4000 tonnes d'un mélange de nitrate et de sulfate d'ammonium destiné à être utilisé pour fabriquer de l'engrais qui explosèrent dans un silo malgré un mélange réputé stable. Le 16 avril 1947, c'est un cargo français, le Grand Caen, transportant 2080 tonnes de nitrate d'ammonium qui explose à la suite d'un départ de feu dans ses cales, ravageant le port de Texas City, puis une partie de la ville. L'onde de choc dévastatrice créa des incendies et même un tsunami, augmentant encore le nombre de victimes et les dégâts matériels. Il y aura 581 morts et plus de 3000 blessés. En juillet de la même année, le scénario se reproduit en France, à Brest. Un cargo norvégien transportant plus de 3000 tonnes de nitrate d'ammonium signale une chaleur inquiétante dans ses cales, puis un départ de feu. On connaît alors pourtant le récent drame de Texas City et des manœuvres sont faites pour éviter le même scénario, mais en vain. Elles sont sans doute lancées trop tard. Une énorme explosion ravage la ville du Finistère, déjà détruite par la Seconde Guerre mondiale et ses bombardements. Miraculeusement,
Le bilan sera moins lourd qu'aux États-Unis, 26 morts quand même, mais on compte plus de 500 blessés et 4 à 5 000 maisons et immeubles détruits. C'est quand même flippant de se dire que même sans guerre et sans catastrophe naturelle, de simples erreurs humaines peuvent anéantir des villes et leur population. Mais comment prévoir cela ? Développer l'agriculture et la chimie en masse, ce n'est pas sans danger. La course vers le progrès et la manipulation de grandes sources d'énergie peuvent malheureusement échapper à tout contrôle. Et en même temps, l'humanité en consomme toujours plus. Et pareil pour les biens, les technologies. Cela ne semble pas prêt de s'arrêter malgré les appels de certains à la décroissance. Surtout qu'avec l'augmentation des populations, les usines peuvent se trouver de plus en plus proches des villes, qui s'étendent petit à petit, rendant tout accident potentiellement beaucoup plus meurtrier. Et pour illustrer cela, nous avons malheureusement un exemple au niveau national. Une catastrophe qui a surpris et dévasté une grande ville française au XXIe siècle. Nous voilà donc de retour en 2001 à Toulouse. Le 21 septembre, soit 10 petits jours seulement, après un événement survenu à New York que le robot YouTube n'aimerait pas que je cite, qui a bouleversé l'histoire des États-Unis et du monde. La ville rose est la 4e plus peuplée de l'Hexagone. On y retrouve donc de très grandes entreprises, comme Airbus par exemple. Celle dont je vais vous parler vous dit peut-être quelque chose, AZF. Elle est alors très réputée dans la région, fleuron de l'agrochimie, et surtout appartenant à Total depuis peu, elle produit des engrais et de l'explosif industriel. C'est donc un gros complexe chimique employant de nombreuses personnes dans l'agglomération toulousaine. Pourtant construite en pleine campagne en 1927, la ville s'est progressivement rapprochée de son site, au fur et à mesure des créations de nouveaux logements. À l'aube des années 2000, certains lotissements sont donc tout proches. Le matin de ce 21 septembre 2001, une succession d'erreurs humaines, encore une fois, va entraîner l'explosion de 300 à 400 tonnes de nitrate d'ammonium stocké dans le bâtiment 221. L'explosion est énorme. En quelques secondes, c'est toute la partie sud-ouest de Toulouse qui est soufflée. Les images sont vraiment choquantes. Des gens incarcérés dans leur voiture sur le périphérique, des vitres anéanties, des bâtiments détruits, des commerces effondrés. Tout est recouvert d'une brume jaune. Les gens errent blessés, hagards, comme zombifiés. De nombreuses personnes sont totalement paniquées. 10 jours seulement après les terribles images venues des USA, beaucoup pensent alors à une possible attaque, et un mouvement de panique s'ensuit. 31 personnes perdront la vie ce jour-là, auxquelles s'ajouteront 2500 blessés, dont une trentaine pour des blessures graves. Les conséquences seront aussi psychologiques et auditives pour de très nombreux habitants qui garderont de lourdes séquelles. Des lieux emblématiques comme la salle de concert Le Bikini ou le Grand Palais des Sports devront être totalement reconstruits. C'est l'un des accidents industriels les plus graves jamais survenus en France et on sait aujourd'hui qu'il aurait pu être bien pire si certains systèmes de sécurité n'avaient pas fonctionné et si de courageux employés n'avaient pas fait ce qu'ils pouvaient pour limiter les dégâts. Cette explosion dramatique, dans une actualité internationale déjà tendue, sera logiquement très suivie dans les médias par de nombreux curieux, parfois à tendance complotiste. Il faudra encore des années de travail pour officiellement clôturer cette piste. Il y aura aussi des recherches sérieuses pour écarter la thèse d'une chute de météorites, pour vous dire à quel point toutes les options seront étudiées. Après plusieurs longs procès et grâce au combat pour la vérité des associations de victimes, on comprendra finalement qu'il s'agit donc, encore une fois, d'un accident industriel aux conséquences désastreuses. L'histoire se répète en boucle. Toulouse aurait pu être rayée de la carte. C'est bien pour cela que la famille de Big Flo et Oli manifesta ce jour-là. Parce qu'il y a seulement 25 ans, la 4e ville française a subi un accident gravissime aux conséquences encore bien présentes dans la vie des victimes, quand il ne fut pas, évidemment, mortel pour de nombreux innocents. La loi française sera directement impactée par l'explosion d'AZF. Il y aura un avant et un après. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, les choses sont différentes, que l'on est en 2025, ou plus, si vous regardez cette vidéo dans le futur, et que ça ne pourrait plus arriver, mais... Beyrouth, août 2020. Le Liban se bat alors avec la pandémie de Covid. Les cas flambent à travers son territoire. Comme si ça ne suffisait pas, pour sa population, cet État est aussi à la même période en pleine récession économique. Et cela dure déjà depuis 2018. Dans ce moment très sensible de son histoire, il se passe ça.
Je me rappelle très bien avoir été fasciné, choqué par cette vidéo. Je n'arrivais pas à y croire. Devant les images irréelles et d'une telle violence qui circulait sur les réseaux, je me disais mais c'est forcément des effets spéciaux. L'explosion est extrêmement puissante. Des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium, toujours, oui, viennent alors d'exploser dans le port de Beyrouth. Et les conséquences seront cataclysmiques. 235 morts, 6500 blessés, 300 000 personnes sans abri et une grande partie de la ville détruite ou endommagée. L'onde de choc est comparée à celle de Texas City, survenue 73 ans auparavant. Ce sont les mêmes produits, dans des quantités similaires, qui ont causé cet enfer. C'est un éternel recommencement. Corée du Nord, Roumanie, Mexique, USA, des drames du même genre ont endeuillé les 25 dernières années. Dans un monde de plus en plus industrialisé et normalement sécurisé, ces accidents semblent donc toujours possibles, même à notre époque, même avec tous les progrès réalisés. On connaît la dangerosité des produits, les causes probables des incidents, on semble pourtant ne pas savoir totalement les éviter. Et on continue à les utiliser. Et bien sûr, les guerres et le changement climatique, et donc son lot de catastrophes naturelles, ce sont des facteurs supplémentaires augmentant les risques. On l'a vu par exemple avec la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine, une coupure d'électricité ou un bombardement peuvent entraîner une réaction en chaîne incontrôlable. Donc même combat nucléaire, chimique, il faut absolument que ça se passe bien, parce que sinon, les conséquences seront lourdes. Est-ce que vous vous sentez rassuré avec tout ça ? Perso, je suis pas sûr d'avoir calmé ma peur des explosions à la sauce fin du monde, mais on va quand même essayer de trouver du positif dans tout ça. Si vous avez la chance de pouvoir choisir, vous pouvez toujours éviter de vivre trop près des volcans, de prier pour que la recherche spatiale nous protège des futures météorites un peu trop collantes, et croiser les doigts pour que les séismes et les tsunamis ne viennent pas créer trop de dégâts dans les prochaines années. Mais la vérité, c'est que le problème principal, c'est nous, les humains. Le climat devient fou, les conflits s'emballent, les armes sont toujours plus puissantes. Bon, tout ça vous le saviez sûrement, et vous ne l'apprenez évidemment pas dans cette vidéo. Mais dans un monde toujours plus stressant, il existe heureusement des gens dont c'est le métier. Et je parle de ceux qui sécurisent ces sites, militent pour la paix, œuvrent pour l'écologie, surveillent les catastrophes naturelles et surtout tiennent compte des erreurs du passé pour éviter de nouveaux accidents. Mais selon moi, ça concerne aussi les citoyens en général. On peut tous, à notre petite échelle, constater assez facilement que la vie humaine ne tient qu'à un fil et essayer de la préserver au mieux. Militer, voter, aider les associations, prôner la paix, préserver au mieux notre environnement, faire avancer la science ou la recherche d'une façon ou d'une autre, consommer intelligemment, ça a aussi du sens, je trouve, même si ce n'est pas notre travail. Si la fiction nous fait flipper avec la fin du monde, c'est aussi et surtout pour nous montrer à quel point c'est important que ce genre de choses n'arrive pas dans le vrai monde réel de la vraie réalité véritable. Perso, ce genre de sujet, que ça soit au cinéma, dans les jeux, dans les bouquins, c'est des choses que j'aime bien, qui me fascinent, parce que déjà j'aime bien me faire peur de cette façon, mais justement parce que je suis posé dans mon canapé. Bon, et j'ai réalisé aussi en faisant cette vidéo que j'avais clairement pas trop envie d'avoir un jour à croiser les doigts dans un abri anti-atomique en espérant qu'il puisse résister. Je vais le dire clairement, ça me fait même souvent peur d'y penser. Et voilà, on y revient, c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo et de vous parler de ce sujet. Je pense qu'on serait quand même mieux dans un univers à l'Animal Crossing, non ? Voilà, cette vidéo n'avait pas pour but de vous faire flipper ou paniquer, mais j'avais envie de vous partager ces moments forts de l'histoire qui personnellement me fascinent, tout autant qu'ils m'effraient, et qui, je trouve, poussent à réflexion. Prenons soin les uns des autres, faites attention à vous, continuons à faire en sorte qu'il puisse y avoir un peu de douceur pour le plus grand nombre, et accrochons-nous très très fort à cette satanée aiguille avant qu'elle n'atteigne l'heure fatidique. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et vous abonner. C'était voulu comme un format un peu plus court pour respirer après de grosses vidéos et finalement, j'ai pas choisi le sujet le plus léger. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Insta, sur Twitter, sur mon Discord, venez échanger avec moi. Et puis aussi j'ai des podcasts, alors on y retrouve des interviews de personnalités, du cinéma, c'est dispo sur toutes les plateformes. Et puis bien sûr, ma chaîne secondaire, allez vous y abonner, on y retrouve mon contenu live, mon contenu hors sujet. Peut-être à bientôt. Promettez-moi de vous tenir le plus éloigné possible si vous voyez une grosse montagne en train de cracher du feu. J'ai cependant.